Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente dans laquelle on a mis en place le broyeur, je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre celle-ci. La vidéo se trouve dans la fiche en haut à droite. Alors je vous ai dit dans la vidéo précédente que l'idéal ce serait de créer un nouvel axe, mais d'un acier différent du C45, donc le C45 était le type d'acier utilisé pour l'axe d'avant, et d'utiliser cette fois-ci un acier beaucoup plus costaud qui permettrait à l'axe de résister. Alors pour ça il faudrait un chiffre qui quantifie la résistance des aciers, et comme vous vous en doutez, il existe ce genre de données, donc il va être possible grâce à ce chiffre de comparer les aciers et de prendre un acier plus costaud. Pour comprendre ce chiffre, il faut d'abord comprendre le comportement d'un acier soumis à un effort. Les aciers passent par deux grandes étapes quand ils sont soumis à des efforts. Donc on va avoir la première étape qui est quand on va commencer à tirer sur notre acier. Si on lâche, l'acier va revenir dans sa position initiale. Donc on appelle ce comportement le comportement élastique. Donc il porte bien son nom, quand on va tirer dessus, il va se détendre et quand on relâche, il reprendra sa position initiale comme un élastique. Ensuite, si on tire encore plus, l'acier va passer dans une forme plastique cette fois-ci, c'est-à-dire que cette fois-ci, quand on va tirer dessus, on relâche, l'acier ne reprendra plus sa forme initiale. Vous l'aurez donc compris, pour notre axe, il faut rester dans cette zone élastique et ne surtout pas aller dans la zone plastique. Alors, il y a un chiffre qui caractérise la limite de la zone élastique. Ce chiffre s'appelle la résistance élastique, tout simplement. Donc on peut trouver ce chiffre pour tous les aciers qui existent, du bêta-acier de construction à de l'acier fortement allié, de l'inox. Ok, maintenant on sait qu'il faut une résistance élastique la plus grande possible, mais quel acier procure cette résistance élastique élevée? Les aciers classiques sont appelés des aciers au carbone, donc ils sont composés simplement de fer et de carbone. C'est les aciers qu'on trouve partout chez le marchand de ferraille pour faire des portails, pour faire des escaliers, enfin c'est l'acier vraiment classique. Ensuite il y a une autre catégorie d'acier. Pour augmenter les résistances mécaniques, on a ajouté des alliages au fer, ce qui permet d'augmenter sa résistance élastique par exemple, ou dans d'autres cas créer d'autres propriétés. C'est dans ces aciers faiblement alliés qu'on va aller nous, parce qu'ils offrent une résistance élastique beaucoup plus élevée que les aciers au carbone classiques. Il existe d'autres familles d'acier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous intéresse pas dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des livres dans la description. Donc l'acier qu'on va utiliser nous, c'est du 42CrMO4, donc c'est un nom à rallonge vraiment barbare, mais le nom veut simplement dire la composition de l'acier. Dans notre cas, on s'en fout, nous ce qui nous intéresse c'est la résistance élastique. Pour vous donner un ordre d'idée, l'acier classique qu'on trouve chez les marchands de fer c'est du S235, donc il a une résistance élastique de 235 mégapascales. Le C45 qui composait l'axe du broyeur avant qu'il casse a une résistance élastique lui de 300 mégapascales plus ou moins, ça varie en fonction de plusieurs choses. Et l'acier allié que j'ai choisi possède lui une résistance élastique de 750 mégapascales. Donc vous voyez l'énorme différence qu'il y a entre ces trois aciers. L'acier faiblement allié que j'ai choisi est plus de 2 fois plus résistant que le C45 qui composait l'axe avant. Donc ok, maintenant j'ai choisi mon acier, il est possible à usiner, donc ça c'est bien, on pourra l'envoyer à l'usinage. Maintenant il y a aussi du travail à faire sur la géométrie de l'axe. Donc la forme de l'axe aura une énorme importance. Si on fait mal l'axe, il risque de péter malgré que l'acier soit plus costaud quoi. Donc il faut faire attention à cette partie là. Et pour réfléchir à cette partie, je me suis aidé du guide de calcul en mécanique. Donc dedans se trouvent tous les calculs pour dimensionner son axe. Et pas que, il propose des calculs pour dimensionner toute chose en mécanique. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Ce guide est vraiment génial. Il peut vous aider dans toutes les situations. Donc que ce soit des tractions, compression, flexion, torsion, tout est dedans. C'est vraiment une bible du calcul en mécanique. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien en description. Donc pour la géométrie de l'axe, je vais modifier deux choses. Donc la première chose, ça va être la clavette. Je vais l'agrandir parce que plus la clavette va être longue, plus les contraintes vont être réparties sur la clavette et donc diminuer les concentrations de contraintes sur l'arbre. Et ensuite, la deuxième et la plus importante des modifications que je vais apporter à l'arbre, ça va être de créer un rayon entre le petit diamètre et l'hexagone. À chaque fois qu'il y a une différence de diamètre sur un arbre, il y a une concentration de contraintes qui va avoir lieu. Et cette concentration de contraintes va augmenter énormément les contraintes pour rien. Il suffit juste de mettre un petit rayon et ça résout le problème. Et ça, on l'a bien expérimenté parce que comme par hasard, l'axe a pété. Là où le diamètre variait, donc c'est l'endroit où c'est passé du petit au grand diamètre. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails des calculs, mais si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de prendre le livre, vraiment toutes les infos se trouvent à l'intérieur, c'est génial pour faire du dimensionnement mécanique. Maintenant qu'on sait quel acier prendre et qu'est-ce qu'il faut modifier dans les plans, je vais réaliser ça en 3D et envoyer ça à l'usinage.
Ça y est, je viens d'aller chercher l'axe donc qui sort d'usinage. Alors on peut directement voir les deux modifications que j'ai faites. Donc augmenter la taille de la clavette et j'ai également acheté forcément une clavette plus grande qui rentre dedans. Et également l'ajout d'un rayon qui, comme je vous ai expliqué, permet de limiter les concentrations de contraintes. Et donc je l'espère grâce à ça que cet axe va tenir. Alors on va directement le monter sur le broyeur, mais avant ça je dois adapter une pièce parce que normalement il y a une rondelle qui vient se mettre là, embutée contre l'hexagone. Mais à cause du rayon, elle ne peut plus venir se mettre. Donc il va falloir que je crée un rayon sur la rondelle. Ça y est, j'ai remonté le nouvel axe. Alors en démontant l'axe qui a cassé, je me suis rendu compte que à l'opposé de là où il a cassé, l'axe commençait à se fragiliser quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, j'aurais dû démonter l'axe avant, regarder un peu partout pour voir où il se fragilisait et renforcer ces parties-là. Parce que j'ai mis un rayon là où il a cassé, mais j'ai pas mis de rayon à l'opposé parce que je pensais qu'il n'avait pas besoin, mais en fait, si. Un autre point que quelqu'un qui travaille dans la mécanique m'a dit, c'est qu'il faut absolument que les roulements soient montés sur rotule. Ça veut dire que l'axe du roulement n'est pas rigide par rapport au bâti du roulement. Ça permet de laisser un peu de marge d'erreur parce que les roulements sont forcément pas d'office ultra bien alignés et donc en mettant le roulement sur rotule, ça va reprendre ses défauts d'alignement et ça va éviter encore une fois de concentrer les contraintes sur l'axe et de le casser. Parce qu'il m'a dit, si t'as pas de rotule sur les roulements, d'office que l'axe il a l'air cassé. Donc j'ai regardé, ces roulements là sont montés sur rotule et il y a un graisseur qui permet de lubrifier un peu la rotule, donc je vais, avant de commencer les tests, lubrifier ça pour éviter tous les risques que l'axe casse. J'ai aussi rajouté un boîtier qui est un variateur de fréquence qui m'a été envoyé par Technique Achat. Donc ce variateur de fréquence là permet de gérer le moteur lui. Il peut gérer sa vitesse, gérer le couple de sortie du moteur grâce au courant. Et donc grâce à ce variateur de fréquence là, je peux un peu brider le moteur et éviter qu'il ne donne toute sa puissance et qui, encore une fois, risque de casser l'axe. Allez, maintenant, on va commencer les tests. Bon, ça y est, le moment fatidique est arrivé. Donc, on va le mettre en charge et voir ce que ça dit. Donc, je suis pas des plus rassurés, mais on va voir ce que ça dit. Shit, here we go again. Alors j'ai broyé quand même pas mal de pièces, j'ai presque fini la boîte de toutes les pièces que j'avais rassemblées pour les recycler, et ce qui me fait quand même pas mal de copeaux. Donc on peut conclure que l'axe fonctionne beaucoup mieux comme ça. C'est fou comme quoi, juste changer de matériaux, ça résout déjà pas mal de problèmes. Après, je ne vais pas crier victoire trop vite parce qu'il y a quand même eu un souci pendant que je broyais les pièces. Il y a déjà le souci qu'à force de tourner, le broyeur fait chauffer le plastique et donc le ramollit. Et donc comme il est tout mou, il ne se fait plus broyer. Donc il reste dedans et le broyeur s'encrasse de plastique mou. Et à la fin ça forme des gros pâtés de plastique. Je pense que ce problème est dû au fait que les dents sont mises en forme d'hélice. Et donc forcément à force de tourner, ça va rassembler petit à petit tous les déchets de plastique sur un côté du broyeur. Et ils auront chauffé, ils vont être assemblés, ce qui va former des gros pâtés et donc qui va amplifier le problème, ainsi de suite. Donc je pense qu'une solution ça serait de mettre les dents plic-ploc sur l'axe du broyeur, donc je vais démonter l'axe et faire ça. Il y a aussi un moment, dû au fait que je broyais et que les gros pâtés se formaient et que la résistance augmentait, j'ai mis une pièce qui est un peu plus dense que celle de d'habitude et le moteur s'est bloqué. Donc ça veut dire que le variateur a bien fait son boulot et a bloqué le moteur quand il consommait trop de courant. Mais le souci c'est que ce blocage a eu des séquelles. Donc il y a eu un couple tellement élevé demandé au moteur
qu'il a malheureusement abîmé la clavette de l'arbre. Bon, c'est pas aussi violent que sur l'axe d'avant, mais bon, il y a quand même des déformations. Et donc ça, c'est pas top. Donc une solution pour régler ça, ça serait de diminuer le courant maximum du moteur. Comme ça, il bloquera plus tôt et il évitera la destruction de la clavette. Donc je pense finalement que le diamètre d'arbre est bon, mais le souci c'est que l'épaisseur de la clavette va dépendre du diamètre de l'arbre. Et en l'occurrence, cette clavette là, elle est trop petite, mais j'ai bien peur qu'une clavette plus grosse ait le même souci, parce qu'en augmentant légèrement la clavette, ça va très peu augmenter la surface de contact, donc on aura toujours le même problème, je crois. À moins d'avoir un arbre énorme et une énorme clavette, eh ben on aura toujours le même problème. Donc une autre solution, ça serait un système d'accouplement différent, par exemple avec des arbres cannelés, des choses comme ça, mais là ça augmente énormément le prix et la complexité, donc c'est pas quelque chose d'envisageable pour ce projet. Donc je vais limiter le courant et ça résoudra le souci entièrement. Allez, on va démonter le broyeur pour voir ce que ça dit et modifier la position des dents. Comme vous avez vu, j'ai fait plusieurs modifications sur le broyeur. J'ai d'abord créé de nouvelles pièces dans le but de créer maintenant un espace entre la paroi et la première dent des deux côtés du broyeur. Donc ça permet d'éviter que les copeaux viennent se loger entre la paroi et la dent et donc ne créer des échauffements et créer des boules de plastique comme je vous ai expliqué plus tôt. Ensuite, j'ai changé la disposition des dents. Maintenant, elles convergent au centre au lieu d'être en forme d'hélice comme avant et donc qui finissait sa course contre une paroi et encore une fois qui favorisait l'échauffement du plastique. Donc ces deux modifications ont permis de corriger le problème. Donc maintenant il n'y a plus du tout d'échauffement de plastique, donc ça c'est déjà un super bon point. Ensuite j'ai continué mes tests et j'ai malheureusement encore fait de la casse. Donc cette fois-ci ce n'est pas l'axe qui est endommagé, mais c'est une dent du broyeur. Donc comme on peut voir, son empreinte hexagonale n'est plus tout à fait hexagonale, ce qui fait que maintenant il y a du jeu dans la dent et donc quand on fait tourner l'axe du broyeur, la dent vient en buter contre une partie fixe du broyeur, donc elle n'est plus du tout utilisable. Heureusement, comme j'ai enlevé une dent au broyeur, il m'en restait une en stock, donc j'ai pu remplacer la dent foutue par cette dent là. Donc ces dégâts sont arrivés malgré le fait que j'avais diminué le courant sur le variateur de fréquence, donc je vais encore le diminuer. Pour le moment je l'ai mis à 1,5 ampères et ça a l'air de tenir. J'ai broyé quand même pas mal de pièces et il s'est arrêté à chaque fois au bon moment sans faire de la casse. Donc pour conclure sur cette machine, on peut dire qu'elle fonctionne plutôt bien dans des puissances relativement faibles. Si on essaye de broyer des pièces très denses, à ce moment-là, elle s'auto-détruit. Donc le broyeur n'est pas du tout dimensionné pour broyer ce genre de pièces. Il est fait pour broyer des bouteilles d'eau, fait pour broyer des supports d'impression 3D ou des rafts, mais pas du tout des pièces en plastique très denses, quoi. Donc malgré ça, je dirais qu'il répond à 60-70% des pièces que je dois broyer. Donc c'est déjà pas mal, ça me permet de créer des copeaux pour la prochaine machine que l'on va faire dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va créer une machine pour réutiliser les copeaux et en faire de nouvelles choses. Donc si vous ne voulez pas louper la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.